Nouvelle édition de Quid et aujourd'hui Quid des tensions actuelles au Sénégal. Ousmane Sonko, le principal opposant au président actuel Macky Sall, a été condamné le 1er juin dernier à 2 ans d'emprisonnement et a été rendu illégitime aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu en 2024. S'en sont suivies par la suite ces fameuses tensions dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Aminata Touré, vous êtes ancienne première ministre du Sénégal de 2013 à 2014. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous résumer en quelques mots les événements qui ont conduit à cette montée des tensions dans le pays? Ah ben voilà, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est une deuxième série d'événements, il faut dire. Hein. Les premiers événements datent de 2021 et à l'origine, justement, il y avait ces accusations de viol de Ousmane Sonko. Qui a été traduit en justice. Il faut dire également il était poursuivi pour 2 faits d'accusation, viol et menace de mort. Les 2 chefs d'accusation n'ont pas été retenus par le juge, mais néanmoins, il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Donc, évidemment, tout le monde voit une décision politique et ses partisans, justement, ont commencé une mobilisation et c'est à l'origine des événements que vous relatez. D'accord. Est-ce que aujourd'hui l'illégitimité d'Ousmane Sonko pour candidater est définitive? Autrement dit, est-ce qu'il a quand même une chance de candidater ou absolument aucune? Mais il faut mettre ces événements judiciaires dans un contexte plus large. Et ce contexte-là, c'est celui où le président Macky Sall souhaite faire un 3e mandat qui serait illégitime, qui ne serait pas en accord avec la Constitution. Le président Macky Sall, il faut le rappeler, avait appelé un référendum en 2016, justement pour régler définitivement ces histoires de 3e mandat qui vraiment installent le désordre partout en Afrique de l'Ouest notamment. Et la modification constitutionnelle, notamment l'article 27, dit très clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui est le cas du président Macky Sall. Il semblerait qu'il ait changé d'avis. D'abord, il a commencé par dire pour moi, je ne sais pas encore, ce sera ni oui ni non, alors qu'il y avait une série de déclarations qu'il avait faites qui étaient sans équivoque, où il disait qu'il ne ferait pas de 3e mandat. Et évidemment, dans ce contexte-là, il essaye d'éliminer tous les candidats qui se mettraient en travers de sa route. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit le procès et la condamnation de Ousmane Sonko. Moi-même, j'ai été son premier ministre, hein, le président Macky Sall, j'ai été son ministre de la Justice, j'ai dirigé la liste aux élections législatives il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an, en juillet 2022, mais je m'oppose effectivement à toute idée de 3e mandat du président Macky Sall. Comme conséquence, j'ai été exclu de l'Assemblée nationale, illégalement bien sûr. Donc nous sommes en pleine régression démocratique au Sénégal. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Et le procès de Ousmane Sonko est un élément parmi d'autres types de régression, notamment vos confrères. Il n'y a jamais eu autant de journalistes arrêtés ces derniers mois dans l'histoire du Sénégal. La grande chaîne de télévision et de radio Walfadjri, qui existe depuis 2 ou 3 décennies, son signal a été coupé parce que le gouvernement considère que ces émissions sont subversives alors qu'il n'en est rien. Et voilà où on en est. Voilà où on en est, c'est malheureux. Et ben, les démocrates se réunissent pour faire face parce qu'il n'est pas concevable que le Sénégal régresse démocratiquement. Donc vous l'avez dit, effectivement, constitutionnellement parlant, c'est impossible pour lui de briguer un 3e mandat. Pour autant, est-ce qu'il peut passer outre le droit constitutionnel et faire véritablement ce passage en force pour obtenir un 3e mandat? Est-ce qu'il en a véritablement la capacité? Ah ben, c'est ce qu'il essaye de faire, parce que nous avons entendu son ministre de la Justice, qui est un professeur de droit constitutionnel, essayer d'expliquer de manière très scabreuse, et personne n'y croit, que bon, il s'agit d'un 2e quinquennat, en jouant avec les mots véritablement. Il a fini par jeter l'éponge lui-même pour dire que voilà, c'était plus une question de droit, c'était une question politique. Ah bon, voilà, faut savoir si on fait de la politique ou si on respecte la Constitution. C'est impossible selon les dispositions de la Constitution, mais comme vous le savez, souvent c'est à travers les jeux de mots
que cette histoire de troisième mandat, passe. Et c'est pour ça qu'il y a une grande résistance. Actuellement, il y a un front large qui s'appelle F24, qui est la plateforme qui unit les partis d'opposition et la société civile. Un des points importants de cette plateforme, le premier point même, c'est non au troisième mandat du président Macky Sall. Et c'est d'ailleurs assez symptomatique, hein, parce que le président Macky Sall lui-même, en 2011, était au cœur de manifestations. Il y avait un mouvement qui s'appelait le M23 à l'époque, faisant référence au 23 juin 2011, où l'ensemble des forces démocratiques s'étaient réunies pour dire non à un troisième mandat du président de l'époque, le président Abdoulaye Wade. Lui, il était au cœur de ce mouvement-là. Et 10 ans, 11 ans après, c'est lui-même qui se met quasiment à la place du président Abdoulaye Wade pour dire qu'un troisième mandat est possible. Voilà ce que la jeunesse rejette, voilà ce que les démocrates rejettent. Et malheureusement, à travers un système de répression jamais vu dans le pays, cela nous a valu officiellement 16 morts, selon les déclarations du ministre de l'Intérieur, 23 morts selon Amnesty, et d'autres disent qu'il y en a beaucoup plus. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le taux de Sénégalais qui pourraient continuer à suivre le président Macky Sall lors des prochaines élections ? Ça, il faudrait faire des sondages. Mais je peux vous dire, hein, sans pour autant mettre sur la table un sondage scientifiquement démontré, en tout cas, en vous baladant dans les rues de Dakar ou même du Sénégal, il va de soi que le président Macky Sall ne peut pas gagner des élections démocratiques. Ce n'est plus possible du tout. Donc, pour nous, il devrait très rapidement renoncer à cette idée s'il veut sortir par la grande porte. Il devrait autoriser tous les candidats, y compris Ousmane Sonko, à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il devrait libérer tous ces centaines de jeunes manifestants. Ils sont nombreux dans les prisons pour avoir manifesté lors de manifestations non autorisées, c'est le terme consacré, et également arrêter cet harcèlement des journalistes pour qu'on revienne à une situation normale. Le Sénégal, c'était quand même le pays phare en matière de démocratie, et c'est cette régression-là que le président Macky Sall veut nous imposer, qui est refusée et qui explique également toutes ces manifestations massives au niveau de la capitale. En quelques mots, qu'est-ce qui caractérise la ligne politique de son principal opposant, justement, Ousmane Sonko ? Ça, il faudra le lui demander quand il sera disponible, hein. Moi-même, j'ai mon propre mouvement, je suis candidate, nous sommes tous au sein d'un front commun. Je pense que nous avons en commun justement cette lutte contre le troisième mandat, ça c'est très très clair, mais également contre la sélection des candidats, parce que la stratégie du président Macky Sall est très claire. Il veut, à travers une décision du Conseil constitutionnel, soit dit en passant, c'est lui qui a nommé tous les membres, hein, se faire accepter comme candidat, mais avoir en face un candidat faible qui lui permettrait de passer. C'est ça son plan. Mais ça, c'est pas acceptable. Et nous avons, avec Ousmane Sonko, d'autres leaders, justement, cette communauté d'intérêt qui fait le soubassement de cette plateforme dont j'ai parlé. Effectivement, donc vous l'avez dit, vous êtes vous-même candidate pour les élections de 2024. Alors, outre cette opposition du troisième mandat de Macky Sall, quels sont qu'est-ce qui guiderait aujourd'hui votre candidature ? Sur quoi est-ce que vous l'orienteriez ? D'abord, c'est sur le renforcement des acquis démocratiques et sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles même, je devrais dire. En réalité, le régime présidentiel que nous avons est la source de tous les maux. C'est un régime hyper présidentiel où le président de la République décide de tout, c'est l'ordonnateur principal des dépenses, c'est le chef suprême des armées, il nomme aux fonctions civiles et militaires, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. C'est à réformer. Trop de pouvoir rend fou, je dirais, hein. Et il va falloir qu'on rééquilibre justement les pouvoirs, qu'on donne plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, qu'on ait vraiment une administration neutre à travers des processus de recrutement et de sélection qui soient transparents. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est l'industrialisation. Ça, ce serait l'hyper priorité. Vous ne pouvez pas avoir un pays où 70% de la population a moins de 35 ans et que vous n'arrivez pas à créer massivement des emplois. Et pour créer massivement des emplois, nous le savons, tout le monde le sait, c'est à travers l'industrialisation. Le Sénégal, au moment où je parle,
importe des aiguilles, des cure-dents, et ça, c'est pas possible. Donc, ce serait l'hyper-priorité, disons, de mon mandat. Et enfin, je pense qu'il faut une décentralisation réelle. Il faut une économie communautaire au niveau des communautés, au niveau des quartiers, pour que les populations, les jeunes notamment, se sentent concernés par leur propre développement. C'est au niveau du quartier ou du village qu'on peut recenser les jeunes qui ont besoin de formation, les femmes qui doivent être accompagnées, la sécurité également. Pour l'instant, et depuis les indépendances, malheureusement, nous avons hérité de l'État jacobin français, où tout se fait en haut avec les élites et le bas de la société finit par se révolter. C'est la situation dans laquelle nous sommes. Et évidemment, revisiter nos partenariats avec tout le monde, avec la France, qui est un vieil partenaire du Sénégal, mais également avec les BRICS, avec l'Inde, avec le Brésil, avec la Chine, pour apprendre aussi de ces pays-là. Voilà comment je vois les choses, avec évidemment un appui très spécifique aux femmes. Elles représentent 51% de la population et il va falloir des programmes, une banque des femmes pour accompagner leur activité économique, les encadrer, les former. Le secteur informel, qui est le secteur artisanal d'une manière générale, je rappelle que l'économie du Sénégal est à 80% informelle, c'est-à-dire c'est de toutes petites entreprises qui ne sont pas enregistrées, qui ne bénéficient pas de l'accompagnement de l'État, qui ne payent pas de taxes également d'ailleurs. Et il va falloir avoir une politique qui s'intéresse tout particulièrement à ce secteur-là, qu'il faudra moderniser justement à travers l'industrialisation, mais mettre en place également tout un programme d'accompagnement, de formation, de mise à disposition de moyens financiers, et que l'État lui-même soit le premier client à travers ce qu'on appelle la commande publique ici. Voilà, c'est tout un programme. Et nous pensons pouvoir nous adresser aux Sénégalais et leur faire cette offre. Mais en attendant, et pas même en attendant, en même temps, je devrais dire, c'est le mot qui sied, il va falloir aussi combattre cette troisième candidature du président Macky Sall, ces régressions démocratiques qu'on n'a jamais vues au Sénégal depuis très très longtemps. Aminata Touré, je le rappelle, donc vous êtes ex-première ministre et ex-ministre de la Justice du Sénégal. Merci beaucoup pour vos réponses. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Quid sur Sud TV.